Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce mercredi 10 juillet 2013, l'émission Surperformance en direct chaque soir de la semaine avec un objectif, battre le CAC 40 sur du long terme. Donc sur cette journée, on va faire le bilan sur ce qui s'est passé et sur ce qu'il y a d'intéressant à faire sur les marchés, sachant qu'on est actuellement vendeur sur le CAC 40 depuis ces derniers jours. Pendant une position qui est négative, on avait pris un beau profit sur l'or précédemment. Donc la performance reste tout à fait intéressante sur ce compte, c'est ce qu'on va voir. Je vous demandais déjà si c'est ok. Alors je rappelle que c'est une émission dans laquelle vous participez par écrit via le chat bleu en dessous du canal de diffusion de l'émission, ou par audio via le Mumble. Vous avez le lien en haut à droite du canal de diffusion de l'émission, en bleu ciel Mumble, où tout est expliqué pour nous rejoindre et participer par audio. Merci SP et Phil d'avoir confirmé que c'était ok au niveau du son et de l'image. Alors ça c'était quoi? Ah oui d'accord. Ok. Alors Phil qui laissait un lien, on va regarder ça. Donc Phil qui partageait. Indice indicateur avancé, FTSE, MIB, alors donc c'est quoi? C'était le l'indice italien, ça Phil que tu nous as mis? Voilà, oui, c'est l'indice italien. Indiv Italian Daily. Alors, qu'est-ce que tu as? Eh bien, tu as une figure en ABCD, on a eu une correction, et donc on pourra avoir une amorce de poursuite du mouvement. Donc à ce moment-là, ça permet de prendre position à la vente, dans le sens de l'impulsion de fond, en jouant une figure qui permet un ratio gain-perte assez intéressant, puisqu'on pourrait mettre le stop juste au-dessus des précédents plus hauts qui ont été marqués, alors qu'on va chercher un objectif qui est, je pense, environ 5-6 fois plus grand que le stop loss. Donc voilà, une figure harmonique pour ceux qui s'intéressent aux harmoniques patterns. Et bien vous pouvez vous rendre sur le chat écrit. Phil a partagé un lien intéressant. Salut Batwilf, salut Mathieu. Je vends, il s'en avait vu. Salut tout est ok. Dégradation S&P hier. On va aller voir tout ça, toutes ces news qui ont composé la journée. Avant ça, un petit point sur l'indice sur lequel on a exposé dans le cadre de ce compte, le CAC 40. CAC qui n'a pas bougé beaucoup aujourd'hui, hein. Ça a été assez stable. Alors, dans un premier temps, on a quand même plutôt baissé. Là, on voit qu'on a ouvert sur un gap haussier. Le gap qu'on allait combler en cours de journée. On a été à un moment assez largement baissier. Et les acheteurs sont revenus. Donc pour une journée quasi stable, je crois qu'au final, on perd 0,08%. Donc pour le moment, on continue à surperformer le CAC 40 hein, depuis le 24 juin. On a actuellement une position à la vente, perdant de 85,40 €. Et donc une équité qui est à 10 399 €. Je rappelle que c'est un compte qu'on a commencé avec 10 000 €, un compte démo ouvert chez le broker Active Trade. Et vous pouvez suivre les résultats à tout moment en cliquant au-dessus ou au-dessous du cadre de diffusion d'émission. Vous avez notre MyFXBook qui vous permet de suivre l'avancée du compte, donc de manière transparente, fiable et vérifiée. Alors, on va tout de suite enchaîner avec ce qui s'est passé ce jour. On a ce soir des nouvelles assez importantes, notamment les minutes du meeting de la FOMC, donc le comité de la Banque fédérale américaine. Donc ce sera important à suivre, ça peut donner des indications par rapport au taux à venir. Taux d'intérêt américain, ça peut faire bouger grandement les marchés. Pardon, taux d'intérêt. Non, pas au taux d'intérêt, on s'en fout. C'est surtout par rapport à... Enfin, on s'en fout pas du tout, mais habituellement, c'est ça qui intéresse les investisseurs. En ce moment, ce qui intéresse davantage, c'est plutôt le fait qu'on ait ou pas une poursuite du quantitative easing, donc le fait de relancer l'économie via l'impression de dollars, ou si on a un ralentissement de ces derniers. Et c'est largement écouté, et c'est quasi sûr qu'on aura des mouvements conséquents sur les marchés par rapport à ce qui se dira ce soir. Donc ça, on ira le voir après. Donc déjà, un peu ce qui s'est fait. Paris dans l'attente de la Fed et de Bernanke, voilà déjà. Donc ok, je vous lis ça, c'est publié par l'AFP. La bourse de Paris a terminé dans une note stable mercredi, moins 0,08%, les investisseurs restant dans l'expectative avant le compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale américaine, la Fed, suivi d'un discours de son président Ben Bernanke. L'indice CAC 40 a perdu 3,03 points à 3840,53 points dans un volume d'échange faible de 2,1 milliards d'euros. La veille, il avait progressé de 0,52%. En dépit d'une actualité assez forte, les marchés n'ont pas vraiment réagi, souligne Andrea Tueni, analyste de Saxo Bank. Selon M. Tueni, ils ont peu réagi à l'abaissement par l'agence de notation Standard & Poor's de la note de l'Italie à BBB, même si cela, donc on voit la prise de position
l'ami Phil s'accompagne également d'une dégradation, d'accord? Est-ce que ça a joué dans ton choix, ça, Phil, ou est-ce que c'est purement technique, ta prise de position? Même si cela vient rappeler aux dirigeants que la crise est loin d'être terminée et qu'il est important de poursuivre les efforts pour renforcer la zone économique, indiquent de leur côté les analystes de Crédit Mutuel CIC. La détérioration des dernières statistiques en Chine, avec notamment un recul de 14% de son excédent commercial en juin, a toutefois pesé sur le marché européen, affirme Michael Eason, analyste de CMC Markets. Globalement, le marché a envie d'attendre ce soir le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, Fed, qui sera suivi d'un discours de son président Ben Bernanke, note M. Tueni. Parmi les valeurs, EDF a terminé en hausse, plus 2,09%, à 19,80 € grâce à un relèvement de recommandations par Bank of America Merrill Lynch après les annonces de hausse des tarifs de l'électricité. Les valeurs industrielles ont tiré le marché vers le bas avec Vallourec, moins 1,20%, et Saint-Gobain. Les banques ont évolué en ordre dispersé, BNP Paribas gagnant 0,44% et la Société Générale 0,18%. De son côté, Crédit Agricole a perdu 0,40%. Donc voilà, ça c'était le contexte à Paris. On va essayer d'aller prendre d'autres choses. Eh bien, à Londres, on a fermé, et donc Londres marque une pause avant les minutes de la Fed. Donc là aussi on voit que ces minutes de la Fed vont intéresser et vont accaparer l'importance. Ce soir d'ailleurs je vais publier un petit truc là sur le Twitter, je rappelle que vous pouvez suivre le Twitter de videobourse.fr par rapport à ça. Alors si on cherche dans les recherches, je suis en train de pas mal utiliser Twitter en ce moment, c'est pas mal. Franchement, pour ce qui est trading, investissement, etc., c'est un moyen d'information qui est vraiment super intéressant. Si je tape hashtag FOMC, qu'est-ce qu'on va avoir? Get ready to buy some SPX. Adrien Raymond, ce soir à 20 h, suivez les marchés en live avec Vincent Gann lors de la publication des comptes rendus FOMC. Voilà, c'est parfait. Donc vous voyez sur DailyFX, hein, apparemment, il y aura Vincent Gann, nouvel analyste là, qui est arrivé il y a quelques mois maintenant, qui sera en direct pour trader ces informations. Je vais le retweeter. Ça permettra de prévenir l'ensemble des personnes qui suivent le Twitter. Bien pensé à regarder ce soir les news. Ouais, je t'entends Pedro, ça va? Ça va et toi? Nickel, quoi de beau? Bah, écoute, comme tout le monde dans l'attente de la fête ce soir, hein, j'ai l'impression. Ouais, ça risque de bouger. Ouais. Je suis plutôt... Tu vois comment toi? Alors, attends 2 petites secondes, parce que j'ai mon PC qui rame un peu là avec la chaleur. Je vais essayer de fermer des fenêtres avant de te répondre, parce que je vois que ça saccade un peu alors. Ok. Bon, toi tu m'entends bien Pedro? Très bien. Ok, parfait. Ouais, donc bah moi je suis vendeur sur le CAC 40. C'est pas nouveau, hein, ça fait sur le CAC 40. Donc ça fait pas mal de jours hein, que je suis vendeur. Je crois que ça fait depuis. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Ça doit faire une dizaine de jours maintenant que je suis vendeur sur le CAC 40. Après, je sais pas ce qui va se dire ce soir. De toute façon, je pense pas qu'on puisse avoir une grosse hausse. Je peux me tromper bien sûr. Parce que de toute façon, s'il dit qu'il n'arrête pas, bon bah il y a déjà beaucoup qui a été pricé. Par contre, si on commence à parler de ralentissement ou d'arrêt, bah là ça peut corriger très fort d'un coup. Donc ça fait partie de mon plan et du fait que je pense mettre les probabilités dans mon sens ainsi. Donc j'ai un avis plutôt baissier sur les marchés actions pour ce soir. Voilà. Toi tu as dit, qu'est-ce que tu as comme avis par rapport à ce qui va se dire? Bah j'en ai pas trop, j'ai trop d'avis quoi. Hein. Je suis plus, je vais être plus spectateur qu'autre chose. Hein. Moi j'ai tout sorti là. Puis j'irai bien quoi, s'il y a des trucs à faire. Je serais plutôt, tu vois, s'il y a un truc à jouer, je pense que pour moi ce sera l'or. Après les indices européens, donc on sait que les spreads, de toute façon moi chez FXM les spreads c'est intradable pendant les minutes de la Fed. C'est 10 ou 15 parfois. Donc c'est intradable, même sur indice américain quoi. Donc voilà, et puis ouais ce sera sur l'or je pense. Je vois $1 baisser, hein, mais bon après...
Ça, j'ai aucune info pour confirmer ce qui, mais je vois plus un dollar baisser qu'autre chose, quoi. D'accord, ok. Donc tu dis que t'as tout fermé, donc t'as bien tradé aujourd'hui? Ouais, j'avais des positions sur le CAC, sur le pétrole. Qu'est-ce que j'avais? Reprends. J'ai fait du FTSE or pétrole et CAC. Que des positions court terme à part sur le pétrole. Bah, le pétrole, je me suis un peu fait avoir. En fait, hier soir, je suis rentré à 104.2. J'ai sorti la moitié à, à, à 104.43. J'ai laissé courir l'autre moitié, j'ai mis stop 0 et on est revenu chercher 104.17, donc j'étais stoppé à 0 et là quand je le vois ça met un peu... J'avais un stop serré donc voilà, c'est dommage. D'accord. Le pétrole a bien monté là, il a pris à peu près, il a pris plus de 200 pips là. D'accord, ok. Donc ça a été une bonne journée pour toi dans l'ensemble, ça a été positif? Ouais, ouais, positif, j'ai fait ma petite journée comme d'hab. D'accord. Maintenant je trouve que c'est risqué de prendre des positions maintenant quoi. Enfin sans avoir de stratégie précise. Après je sais pas si tu surveilles encore l'or. J'ai vu un truc tout à l'heure, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Bah vas-y, je t'écoute. Ben je mettrais un ordre conditionnel à 1268, 1269 à l'achat si on tente de casser ça quoi. D'accord, Après, donc ça c'est si on casse les précédents plus hauts là qui ont été marqués depuis la phase de correction là. Exactement. Ouais. Moi, franchement, l'or, je l'ai expliqué au cours des précédentes émissions là. Voilà, si tu me dis sur du long terme, donc sur du 6 mois, 1 an, là je suis plutôt acheteur. Parce que voilà, on commence à ralentir, hein, on est toujours sous une pression et sur une dominante vendeuse, mais on a ralenti. Donc on nous propose quand même des cours très bas. Donc on ne prend pas position clairement contrariant, c'est-à-dire qu'on ne prend pas position contre l'impulsion en cours, puisque l'impulsion c'est quand même nettement calmé. Et on bénéficie de cours vraiment bas, en tout cas par rapport à ce qu'on a eu il y a quelques mois sur l'or. Donc ça peut être un point d'entrée intéressant. Peut-être que je ne mettrai pas tout d'un coup de manière à reprendre si on vient rechercher par exemple les 1000 dollars l'once d'or. Par contre à court terme je maintiens un biais baissier, je ne prendrai pas position maintenant, mais tant que pour moi on est sous la résistance oblique baissière qui a conduit le mouvement de baisse de ces dernières semaines, derniers mois là depuis avril, je ne prends pas position à l'achat, purement techniquement quoi, j'essaie de ne pas m'opposer à la tendance, plutôt de la suivre, et donc là pour le moment il s'agit simplement d'une petite phase de correction, mais à l'intérieur d'une tendance de fond clairement baissière, donc pour moi, le signal il se situerait plus haut, il se situerait en cas de cassure de la résistance oblique baissière qui se situerait actuellement vers les 1322 dollars. Ah ouais, d'accord, oui. Ah, je la vois. Donc voilà. Bon, par contre, c'est clair que fondamentalement, c'est un bon prix. Hein. Franchement, moi, ça m'intéresse l'or à ce prix-là. Il y a des stratégies à élaborer, à mon avis. Bah ouais, il y avait une super cassure que j'ai loupée hier matin à 7h, elle a cassé. T'as l'oblique là qui passait par les récents plus hauts, qui a traversé 1240, c'était un super point d'achat. Du coup ça s'est passé le matin, j'étais pas dans le PC mais... Il y avait un beau point d'entrée à l'achat. Bon maintenant bah, je vais essayer de jouer... ça tout dépend de ce qui va se passer, c'est toujours pareil quoi. S'il dit qu'il injecte encore, l'or va péter, va descendre encore. Ouais. On va voir. Il va monter, pardon. L'or va remonter. Oui, s'il dit qu'il injecte encore, théoriquement le dollar devrait baisser, mais ceci dit, depuis le temps qu'il dit qu'il injecte, et bien pour le moment le dollar baisse pas des masses. Alors peut-être que s'il n'avait pas annoncé tout ça, le dollar aurait flambé. Mais je sais pas, c'est assez paradoxal parce que dans un même temps on a quand même. Enfin, c'est bizarre que le dollar ait finalement pas bougé des masses, peut-être que je me trompe, mais en tout cas par rapport à l'eurodoll, ça fait longtemps et l'eurodoll c'est quand même une polarisation très forte quand on étudie le dollar, dans la plupart des méthodes de calcul du dollar index, et l'eurodoll est vraiment très hésitant et sans direction claire, quoi, alors qu'on a une politique de dévaluation du dollar assez flagrante. Ouais, par contre, moi j'ai l'indice dollar, il peut te boule depuis 6 mois, quoi. C'est énorme, hein. Ouais, alors par contre, c'est vrai que après on a quand même le dollar face au yen qui a complètement explosé.
mais c'est vrai que ça c'était plus spécifique à la politique monétaire japonaise. Après, par rapport au câble, bah franchement, on n'a pas eu de mouvement fou, quoi. On a eu de la baisse plutôt quand même, mais on n'a pas eu des mouvements incroyables. Alors après, pareil, Ouais, on a AUD-USD qui a bien décroché ces derniers temps, là, derniers mois. Alors après, est-ce que c'est le dollar qui s'est vraiment renforcé? Je sais pas, parce que je crois que c'est sûrement un peu des deux, mais il y a quand même pas mal de craintes par rapport à la Chine, de ralentissement, etc. Il y a aussi la Banque centrale australienne qui a baissé ses taux d'intérêt ces derniers temps. Donc est-ce que c'est vraiment le dollar qui se renforce ou le dollar australien qui baisse? Sûrement aussi un peu des deux, donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi après j'ai le chez FXM, tu sais, il y a l'indice du dollar américain, il est boule depuis c'est énorme hein, il a pris je sais pas moi. Au plus bas, c'était t'as vraiment une jambe haussière au plus bas, c'était le 12, non, encore pire. N'importe quoi. C'était le 10, le 20 septembre jusqu'à aujourd'hui. Le 20 septembre, on était à 9760, allez, 9760 à peu près. Et maintenant, on est pratiquement à 10 940, donc il a pris plus de 5000 points. Alors pour moi, c'est énorme, hein. Ouais. Par contre, je suis étonné dans une politique où on fait qu'injecter du dollar, ouais, c'est clair. Bah, Ok. maintenant, Et donc ce soir, tu penses prendre des positions ou non, tu vas attendre demain, qu'on commence à digérer, etc., tout ce qui s'est dit la veille? sincèrement, si je prends position, ce sera sur l'or. Après le reste, je toucherai pas. D'accord, très bien. Alors on va revenir précisément sur les échéances ce soir. Mais je trouve ton scénario sur l'indice plutôt intéressant parce que du coup, ils ont plus de chances de baisser que de monter, quoi, en réfléchissant bien. Mais bon. Ouais, on va voir. Après, il y a peu de risques, hein, là, c'est vraiment un compte que je gère avec un risque assez faible. Bon, 19h, on a les émissions de bons à 10 ans par rapport à l'économie américaine. 20h, minute de la FOMC. Et 22h10, discours de Bernanke. Ok, alors on enchaîne avec... Ouais, on verra bien. À mon avis, il vaut mieux être spectateur, soit pas prendre de risques parce que... Enfin, moi, je sais pas chez ton broker, mais chez le mien, les spreads, c'est impressionnant. Ça sert à rien de trader pour moi. C'est impossible. D'accord, ok. Alors, ok, je lis la dépêche sur Londres et le marché britannique. La bourse de Londres a clôturé mercredi en légère baisse, marquant une pause après 2 séances de nette hausse, alors que le marché attendait la publication des minutes de la Fed à l'affût du moindre indice sur la diminution des mesures de soutien de la Banque centrale américaine. L'indice FTSE 100 des principales valeurs a abandonné 0,12%, soit 8,12 points par rapport à la clôture de mardi à 6504,96 points. Les investisseurs ont manqué de confiance pour consolider les gains de la semaine avant la publication des minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed et le discours de Ben Bernanke, a commenté Michael Eason de CMC Markets. À l'affût du moindre indice sur le calendrier de la diminution des mesures de soutien massives de la Fed à l'économie américaine, les investisseurs vont suivre de très près ces minutes dont la diffusion est prévue à 18h GMT, ainsi qu'une intervention du président de la Fed, Ben Bernanke, à l'occasion des 100 ans de l'institution. Des dirigeants de la Banque centrale américaine ont laissé entendre récemment qu'ils étaient prêts à ralentir dès septembre les rachats de bons du Trésor et de titres hypothécaires d'un montant de 85 milliards de dollars par mois, dont le but est de stimuler la première économie mondiale. La chute de 14% de l'excédent commercial chinois en juin, qui témoigne d'une baisse générale et inattendue des échanges commerciaux, a également pesé sur le marché. Pénalisés par les craintes pour la croissance chinoise renforcée par ce mauvais indicateur, les minières ont accusé le coup à l'image de Fresnillo, de Randgold Resources ou de Glencore Xtar.
Strata. Pardon. Le groupe aérien IAG a cédé pour sa part 1,93% à 269,8 pence et le motoriste Rolls-Royce 0,66% à 1196 pence. Le groupe de luxe Burberry a en revanche bondi de 4,79% à 1509 pence, porté par la confirmation de ses perspectives annuelles après le succès enregistré par sa collection printemps-été auprès de ses clients. Le numéro 1 britannique des supermarchés Tesco a pris de son côté 1,72% à 349,5 pence et le groupe pétrolier BP 1% à 469,45 pence. Donc c'est ce qu'on peut dire par rapport à Londres. Alors, petit point par rapport à Francfort cette fois. Le DAX termine dans le rouge, moins 0,11%. La bourse de Francfort a terminé la séance en repli mercredi, marquant une pause après un début de semaine vigoureux. Le pétrole, c'est vraiment magnifique. Les investisseurs préférant garder leur force et attendre les détails de la dernière réunion de la Banque centrale américaine, donc la Fed. Ouais, je vais regarder ça. Je sais pas pourquoi il monte aussi fort, mais... Effectivement, belle hausse ici en graphique journalier. Est-ce qu'il y a de la tension? Je ne sais pas. Alors après, je crois que l'été, les prix du pétrole montent. Mais par contre, je pense pas que ça soit suffisant pour indiquer une telle hausse. C'est vrai que là, on a vraiment bien monté. Mais ça va être le... Je vais aller voir ce qui se dit du côté de Romandie, justement, sur le pétrole. Ouais. Je finis... Bah, je te lirai la dépêche en même temps, parce que je vais la lire dans le cadre de l'émission, donc si ça t'intéresse. Ça marche. Là, je suis en train de finir, je lis la dépêche par rapport au DAX, donc après, je vais aller regarder le pétrole, je te dis ça. À la clôture, l'indice vedette DAX a cédé 0,11% à 8048,76 points, réussissant malgré tout à défendre le cap des 8000 points, tandis que le MDAX des valeurs moyennes a reculé de 0,37 points à 13 918 points. En l'absence d'indicateurs majeurs à l'agenda, le marché n'a pas été très agité aujourd'hui dans l'ensemble, a commenté Sophia Worm, analyste pour la banque Commerzbank. À l'instar des autres places boursières... Ah, il y a les stocks qui ont baissé. La place francfortoise est restée sur ses gardes avant la diffusion des minutes de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed, FOMC, des 18 et 19 juin, attendue après la clôture. Un discours de son président Ben Bernanke dans la soirée, dans le cadre des 100 ans de la Banque centrale américaine, devrait également avoir l'attention des investisseurs. Dans l'attente de ces annonces, on préfère ne pas se positionner en avance, on attend de voir ce qui en sortira, et ensuite les investisseurs vont sûrement réagir, a ajouté Sophia Worm. Fin juin, la bourse de Francfort avait été rattrapée par les inquiétudes après des commentaires de Ben Bernanke laissant entrevoir une réduction des achats de dette de la Fed et une fin de cette politique l'an prochain. Sur le DAX, le fabricant de crème, ok, ça va pas nous intéresser, bas de tableau, ok. Donc là on a vu donc, ce qui intéressait les différentes places. J'ai 18h28, on va enchaîner avec le point sur le pétrole et puis ce sera tout au niveau de, des dépêches et du contexte fondamental ce jour. Alors simplement je vois un petit truc là, la Commission européenne a présenté mercredi un programme de 22 milliards d'euros d'ici 2020 pour améliorer la compétitivité de l'économie européenne dans des secteurs qui offrent des emplois de haute qualité. La plupart des investissements seront lancés dans 5 partenariats publics-privés auxquels des institutions et des entreprises suisses sont en partie associées. Alors par rapport au pétrole, le pétrole s'envole après la chute des stocks US. Alors oui, effectivement, comme tu l'as dit, c'est lié à la chute des stocks. Je te lis la dépêche, peut-être que tu l'as déjà lu. Londres, donc. Les cours du pétrole s'envolaient mercredi en fin d'échange européen, dopés par la très forte chute des stocks de brut aux États-Unis pour la deuxième semaine consécutive. Un signal encourageant pour la demande du premier consommateur mondial d'or noir. Vers 16h GMT, 18h à Paris,
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 108,11 $ sur l'Intercontinental Exchange ICE de Londres, en hausse de 30 cents par rapport à la clôture de mardi. Vers 13h15 GMT, le Brent a atteint un nouveau maximum en séance depuis le 3 avril 2013 à 108,69 $. Sur le New York Mercantile Exchange, le NYMEX, le baril de Light Sweet Crude WTI pour la même échéance prônait 1,96 $. La référence américaine a marqué vers 15h GMT son plus haut en séance depuis le 2 mai 2012. Les stocks de pétrole brut ont une nouvelle fois plongé bien plus qu'attendu la semaine dernière aux États-Unis selon les chiffres hebdomadaires du département américain de l'énergie, DOE, publiés mercredi. Les réserves de brut ont dégringolé de 9,9 millions de barils lors de la semaine achevée le 5 juillet, alors que les experts interrogés par l'agence Dow Jones Newswires anticipaient un recul bien inférieur de 2,9 millions de barils. Ces stocks avaient également enregistré un plongeon surprise la semaine précédente de 10,3 millions de barils. En tant que premier consommateur d'or noir de la planète, les États-Unis absorbent 1/5 de la production mondiale de brut. La baisse des réserves est donc interprétée comme un bon signe pour la vigueur de la demande américaine de pétrole. Selon le DOE, les réserves d'essence très surveillées alors que la saison estivale des grands déplacements en voiture bat son plein ont pour leur part reculé de 2,6 millions de barils alors que les experts misaient sur un recul bien inférieur de 200 000 barils. Enfin, les réserves de produits distillés ont grimpé de 3 millions de barils, enregistrant une hausse 5 fois plus importante que prévue par les analystes qui misaient sur une progression de 600 000 barils. Par ailleurs, les prix du pétrole continuent aussi à être soutenus par la situation tendue en Égypte, rappelaient les analystes de Commerzbank. Les différents acteurs de la transition politique commencée après la destitution par l'armée du président Mohamed Morsi il y a une semaine peinent à se mettre d'accord. Les frères musulmans dont est issu Mohamed Morsi ont refusé de prendre part au gouvernement du nouveau Premier ministre Hazem Beblaoui, tandis que la principale coalition laïque en Égypte s'est dite en désaccord avec certains partis du plan de transition. La justice égyptienne a ordonné mercredi l'arrestation du guide suprême et d'autres responsables des frères musulmans qui sont accusés d'incitation à la violence après les heurts sanglants survenus lundi au Caire qui ont fait 51 morts et 435 blessés. L'Égypte n'exporte pas de pétrole mais est un important pays de transit du brut en provenance d'Afrique du Nord et de la région du Golfe à cause du canal de Suez et d'un important réseau d'oléoducs. Voilà donc ce qu'on pouvait lire. Ok. Donc ouais, bah, moi j'ai pas beaucoup de recul, mais techniquement, en tout cas on a une très belle impulsion. Je sais pas, est-ce que tu as des zones de résistance toi proches des cours actuels ou est-ce que pourtant on pourrait continuer sans problème le mouvement? Bah, je suis plus dedans, alors je saurais plus trop, mais tu sais, en fait, si tu regardes en wiki, tu l'as? Ouais, alors en fait le truc c'est que j'ai pas beaucoup de recul moi chez ActiveTrade, il faudrait que j'ouvre ma plateforme Oanda, alors laisse-moi 2 secondes. Ok. Parce que chez ActiveTrade en fait je crois qu'ils s'indexent sur les futurs, ce qui fait que régulièrement ils remettent à zéro leur graphique et t'as très peu de recul. Donc c'est compliqué de faire en des semaine, techniques. je sais pas si tu peux, en semaine. De quoi? En semaine, sinon tu fais ton graphique si tu peux, au lieu dans... C'est quoi ta dernière cotation? La date de ta dernière 14 cotation? février 2012. C'est pour ça que je suis en train d'ouvrir Ah ouais, le Oanda, donc ça prend quelques secondes. Et là tu vas comprendre. Putain, c'est long. Moi je suis limite envie d'acheter encore le pétrole là. T'as dit que t'es limite en train de vouloir l'acheter? Bah, j'hésite encore à racheter quoi. Pourquoi t'as déjà été acheteur? Ouais, je t'ai dit hier soir à 104.2. D'accord, et t'as pris combien de points? Bah, j'en ai pris que 20. Et stoppé le reste à 0. J'ai pas été... Si tu veux, pendant la nuit, on a fait 4.17 quoi. J'ai été stoppé à 3 piles quoi. D'accord, ok. Bon, c'est bon, j'ai le graphique en hebdo là sous les yeux. Tu le vois là, il est 3 points haut. Ouais, tout à fait, oui.
c'est ça que je vois. Un gros signal haussier. Après les prochaines résistances, c'est des points hauts, quoi. D'accord, ok. Mais là, justement, si on reliait, parce que c'était des points hauts, mais qui étaient de plus en plus bas, c'est ça, hein, tu me parles bien donc des points hauts que l'on observait depuis le mois d'avril 2011, c'est ça? C'est ça. Donc là, on voit qu'on a cassé la résistance oblique baissière, en fait, qui marquait un peu le haut du triangle dans lequel on évoluait depuis un moment sur le pétrole, c'est ça? Exactement. Effectivement, non, techniquement, c'est très, très intéressant. On est en pleine impulsion, on a de la force, on a vu qu'il y a des raisons fondamentales derrière. Oui, moi je serais clairement acheteur hein, au cours actuel sur le pétrole, il n'y a pas de problème. Bon, alors ça aurait été peut-être mieux de le faire un peu avant, un peu en dessous, mais malgré tout, les cours actuels m'intéressent à l'achat. Donc toi, pour toi, les objectifs seraient par exemple vers les 110,29, donc 110 pour faire un chiffre rond, et 114 qui seraient les deux points hauts suivants, c'est ça? Ouais, en tout cas, ce seront les deux prochaines résistances à surveiller, ça c'est certain. Après, on n'est pas à l'abri moi, je fais le pétrole, je préfère payer. J'aime pas trop payer sur cassure. Je l'ai fait hier soir, mais bon, un peu. Enfin, j'aime pas trop. Je préfère payer en repli, quoi. Mais là, le problème, est-ce qu'il va se replier là à cette cotation, quoi. Ou sinon, est-ce qu'il va tout droit, quoi. Je sais pas. Bah oui, après, ça honnêtement, moi j'ai envie de te dire, c'est assez compliqué. Je sais pas s'il y a des vrais moyens de le savoir. Moi, en tout cas, j'accepterais tout à fait de prendre le risque parce que je pense que les probabilités sont bonnes, quoi. Ouais, avec un stop en dessous du triangle, quoi. Enfin, en dessous du triangle, dans le triangle, quoi. Moi, franchement, Si là, on si rentre je devais le jouer, je vais dire exactement ce que je ferais. Je prends la position, bon, dès maintenant, mais sachant que je suis un peu. Si j'aurais été plus attentif, j'aurais pu prendre plus bas, plutôt vers 103 avant 83, mais bon, voilà, on va dire que là, je le prends donc à 105. Si ça se passe mal, je coupe un tiers en dessous de la bougie du jour. Donc si on repasse en dessous des 101, je coupe un tiers si on passe en dessous de la bougie d'hier. Donc si on passe en dessous des 95,99. Et je coupe un dernier tiers. Bon bah là je pourrais laisser quoi plus longtemps parce que quand il te reste qu'un tiers, c'est pas très grave, ça correspond plus à beaucoup. Si on passe en dessous du triangle en fait. Donc si on casse le triangle à la baisse. Et si ça se passe bien, bah si on arrive au niveau de la première zone d'objectif, donc qui est à 110 pour moi, voilà 110,35, donc les plus hauts du mois de février 2012, et bien si je vois qu'on commence à tergiverser et à avoir du mal à continuer le mouvement de hausse, je prends mon bénéfice. Alors après un pullback, oui, il peut toujours arriver, mais bon, pour moi on est en pleine impulsion, donc ça peut tout à fait continuer, quoi. Ouais, surveiller, quoi. Moi, je suis un peu déçu d'avoir lâché hier, mais tant pis. Et là, 104,20, j'étais bien. Ouais, alors après, est-ce que de toute façon, Ouais, de toute façon, toujours des regrets, mais le problème, c'est que j'ai mal géré Le problème, c'est que ça s'est passé la nuit. Bon, la nuit, forcément, je dors, donc j'ai mis stop 0 pour pas prendre le risque. Je pensais pas qu'il allait reperdre 40 points. C'est ce qu'il a fait. ok. Et toi, t'es toujours... Ah, parce que du coup, t'as rien fait comme profit? T'as été stoppé à zéro? Si, j'ai coupé la moitié. Ah oui, d'accord. J'ai coupé la moitié hier soir après minuit. Hein. C'était exactement. C'était 1h22. Voilà. Et après, j'ai laissé courir le reste. Et puis voilà, quoi. Tant pis. Ok. Et t'es toujours aussi prudent par rapport à tes prises de position? Toujours. Hein. C'est-à-dire, tu coupes très vite, etc. Ouais, très très vite. Ouais, bah là, alors après, j'ai envie de te dire, il y a rien d'exceptionnel, quoi. Hier, moi je me rappelle quand on tradait ensemble, là quand il y avait les émissions l'après-midi, c'est vrai que toi c'est souvent ça. Alors c'est bien sûr Ouais. un bon compromis aussi, c'est toujours une question de compromis, mais ça a ses avantages aussi, bien sûr, c'est que à chaque fois tu sécurisais des petits profits, mais bah, c'est clair que moi j'avais une approche vraiment différente, j'utilisais des plus grosses Mais par contre, sur impulsions, le etc. pétrole, c'était. J'avais un autre objectif sur le pétrole, par contre. Je voulais vraiment laisser courir. Mais sur le pétrole, c'est différent. Hein. J'ai pas la même approche parce que bon, les spreads sont différents, mais encore sur les indices, hein, je te rejoins. Hein, je suis complètement. Dès que je passe à 2, 4, enfin 2, 4 ou 6 pics de gain, je coupe tout de suite. Hein. Et sur le pétrole, là, j'avais vraiment une stratégie parce que je voyais ce triangle moyen-long terme cassé. Et j'avais vraiment envie de rester dedans, mais bon, il n'est pas tout approprié encore.
Pour moi, tout pullback enfin, entre 104 et 105, je paye. Franchement. D'accord, ok. En fait, j'ai un petit espoir qu'avec la Fed, je sais pas, indirectement, ça peut toucher. Si ça fait baisser les indices, ça va faire peut-être baisser le pétrole, mais qu'on ait un seuil d'achat, quoi, un prochain seuil d'achat. Mais bon, j'espère qu'ils vont nous le donner. On verra après. J'espère qu'il n'y aura pas vraiment tout droit, quoi. Graphiquement, on regarde. Si tu regardes graphiquement, on retrace toujours un petit peu sur le pétrole normalement, mais bon. Bon alors, sur le chat écrit, il y avait Phil qui partageait un lien. Il s'agissait ici du... il s'agissait Enfin voilà, je trouvais que c'était pas mal quoi. du dollar index. Il continuait sa progression. On avait une figure harmonique pattern qui tendait à se confirmer. Alors elle avait été prise où ta position Phil sur ce trade? En tout cas on a quasiment complété cette figure. Alors qu'est-ce qui est censé se passer à la clôture de cette chauve-souris Phil? Est-ce qu'une fois qu'on atteint le point D on est censé corriger, repartir à la baisse? Ou est-ce que on peut continuer le mouvement de hausse? Sachant qu'on a comme eu des plus bas de plus en plus haut, ce qui indique une faiblesse des vendeurs, des acheteurs qui reviennent. N'hésite pas à nous en dire plus. Puis qui disait, ouais voilà, donc Balbir, donc après une chauve-souris baissière sur le dollar index en graphique hebdomadaire, donc là c'est du très long terme. Point D touché. D'accord, donc on a touché le point D, d'accord. Donc ça c'était un graphique plus ancien. Et toi t'avais pris combien de points là-dessus, combien de profits, Phil? Christo qui disait salut, penses-tu que l'eurodoll va descendre encore car j'ai une position sur la cassure de la figure en triangle? Alors Christo, on va aller regarder ça, effectivement. On n'a pas eu le temps de regarder beaucoup de choses pour l'instant. Alors, l'euro-dollar. Euro-dollar. Alors on va couper Oanda, je vais le laisser, mais on va aller retourner sur la plateforme Active Trades. Donc sur l'euro-dollar, qu'on a ici, voilà ce que ça donne. On en avait parlé hier, hein. Donc on avait un triangle, ça faisait un moment qu'on s'engouffrait dedans, ça faisait depuis la fin de l'année 2012. Là on a tendance à mettre la pression sur le support, il n'a pas encore cassé. Hier on est passé en dessous, mais aujourd'hui on est passé au-dessus, donc la validation n'est pas confirmée pour l'instant. Ceci dit, c'est normal qu'il y en ait beaucoup qui aient pris position hier, hein. La figure à ce moment-là était cassée. Moi j'ai pas pris position, mais j'avais un biais plutôt vendeur. Après, si tu as pris ta position, qu'est-ce que tu veux demander, Christo? Est-ce que tu dois fermer ou pas? Ça, je peux pas te le dire. J'ai envie de te dire, à partir du moment où tu prends ta décision, hier, il faut que tu saches que tu vas faire n'importe quel scénario qui doit arriver. Il faut que tu aies une réaction dont tu as réfléchi à l'avance. Si jamais tu es pris dans l'indécision ou que tu es dans un scénario que tu ne sais pas vraiment maîtriser, etc., c'est qu'a priori, tu n'as pas bien géré ton coup. Hein, théoriquement, quand on rentre sur quelque chose, on doit avoir son plan, on doit savoir pourquoi on rentre, ce qu'on risque, etc. Si c'est pas le cas, c'est déjà que tu as fait une première erreur. Alors, quoi faire dans l'absolu? Moi, après, je te donne aucun conseil, parce que j'ai pas le droit de donner de conseils, il faut des licences pour ça en France. Je te donne simplement ce que moi je ferais si j'avais pris position hier, par exemple, sur la clôture de la bougie. D'ailleurs, j'aurais été tout à fait content et confiant dans mon point d'entrée. Et aujourd'hui, je vois qu'on est bien remonté. Et bien moi, honnêtement, si j'ai pris position hier, je sortirais simplement en 3 fois, comme bien souvent, hein. Rien d'exceptionnel. Donc un tiers si on casse les précédents plus hauts d'hier, donc au-dessus des 1.2899, un tiers au-dessus des 1.3077 qui est un peu le point médian du triangle, et un dernier tiers si on casse le triangle à la hausse. Donc tu vois là pour l'instant je serai toujours en position à la vente et je laisserai courir. Alors ce que l'on constate ici on a un graphique journalier, si on baisse et qu'on va sur les unités de temps 4 heures, donc on va avoir un peu plus court terme, voilà, c'est qu'on n'a pas de remise en question pour le moment de la dynamique de fond baissière. Effectivement on a toujours des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Si on trace la résistance oblique baissière qui a conduit et construit ce mouvement, voilà ce que ça donne. On est actuellement en contact avec cette résistance. Alors soit on la casse et à ce moment-là on peut avoir une correction plus poussée, on pourra tracer notamment les Fibos pour voir les objectifs, soit on rebondit sur cette zone de résistance. Donc pour moi c'est trop tôt pour sortir une première partie du trade, et quoi qu'il en soit, tu as encore la force et la dynamique de fond qui est dans ton sens. Donc pour l'instant il n'y a pas raison de paniquer, il n'y a pas de remise en question de la dynamique de fond, il s'agit simplement d'une phase de correction. Comme on le sait tout à l'heure, ça peut toujours arriver.
Voilà, donc moi je donnais clairement ce que je ferais. Alors autrement, si on sort de cet aspect de prise de position, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah voilà, affaiblissement du support oblique baissier, mais support qui n'a pas rompu. Vendeurs qui ont tenté de reprendre en main le marché, mais pour le moment c'est pas particulièrement suivi. Acheteurs qui reviennent, donc qui montrent qu'ils sont encore là. Donc là par exemple, ce que je ferais, c'est d'attendre une nouvelle impulsion baissière pour éventuellement prendre position à la vente. Ou si on casse la résistance oblique baissière qu'on a observé tout à l'heure en H4, attendre que le mouvement de correction s'essouffle. Mais encore ce serait pas évident parce que ça veut dire que le support n'a pas été cassé. On a une tentative mais ça a échoué, donc non vraiment la seule chose qui peut faire prendre position à la vente serait qu'on repasse en dessous de cette zone de support oblique baissière, donc qui marque le bas du triangle sur l'euro-dollar, voilà, et qu'on clôture en séance. Ça pourrait m'intéresser à la baisse. Alors si on reprend le câble qu'on a, pardon, le CAC qu'on a ici, pas grand chose, hein, il s'est tellement passé peu de choses que je ne vais pas commenter davantage. Moi j'ai toujours mon biais vendeur, on est très proche de mon second point de sortie, de mon second tiers clôturé, mais on n'y est pas encore. On passe tout de suite au dollar-yen. Alors dollar-yen, j'en avais parlé, j'avais dit que j'étais plutôt vendeur si on avait des premiers signaux. Alors j'avais dit que le 8, j'étais vendeur, ensuite on est légèrement monté le lendemain. Là on est bien rebaissé. Voilà, le 8 j'étais vendeur. Hier j'étais toujours à la vente parce que c'était quasiment rien passé si j'avais pris position initialement, mais je ne l'ai pas prise. Hein. Donc je donne ça à titre indicatif, mais je vous invite à consulter les émissions précédentes pour voir un peu ce que je dis. Donc moi je maintiens un baie baissier tant qu'on est sous les précédents plus hauts du 22 mai dernier. Ça c'est pour des raisons fondamentales, psychologiques, mais techniques également, parce que ça propose des bons ratios, gain-perte, etc. Et pareil, on va plutôt s'intéresser à d'autres produits, hein, parce que sinon on redit un peu tous les jours la même chose. Donc j'invite à visionner, il y a quand même des différés, les vidéos des émissions des jours précédents, pour en savoir plus sur ma vision des choses par rapport à ce dollar yen. Donc là, le 8, le signal était quand même assez timide. Aujourd'hui, on a une bougie un peu plus franche. Donc ce que l'on peut dire, c'est que les plus prudents, ceux qui attendaient des signaux plus clairs que le 8, ont un signal plus clair. On a englobé la bougie précédente, on a comme une belle bougie baissière. Donc voilà, on a un premier élan baissier. Donc on a une amorce de représentement du marché par les vendeurs. Ceux qui veulent jouer le pullback, je pense, peuvent le jouer assez idéalement ici, en se stoppant soit en plusieurs fois avec un point d'entrée final, un point de sortie final au-dessus des précédents plus hauts marqués le 22 mai dernier, soit avec simplement un stop loss au niveau des plus hauts du 22 mai dernier, un objectif pourquoi pas vers les plus bas qu'on avait marqué le mi-juin, donc le 13 juin exactement. Laisser courir, donc pas mettre l'objectif clairement placé, hein, mais simplement se le donner en tête, et donc si on arrive dans cette zone et qu'on commence à ralentir, on prend le bénéfice. Par contre si on arrive dans cette zone à toute vitesse et qu'on ralentit pas, on laisse courir, puisqu'on n'arrête pas, on n'essaie pas de ramasser un couteau qui tourne, et on l'accompagne si on a la chance d'être dans le sens de ce dernier, puisqu'il peut casser beaucoup de zones de support, et si on casse 38 points d'or, on peut ensuite assez rapidement rallier les 50% qui serait vers 90.38. Voilà, donc un biais clairement baissier, hein, sur le dollar yen. Je serais intéressé pour rentrer à la vente, mais vu que j'ai déjà mon exposition sur le CAC 40, je ne m'éparpille pas, je ne vais pas dans plusieurs choses. C'est pas très intéressant à suivre, mais c'est un travail de long terme, comme je l'ai expliqué plusieurs fois. Il est déjà 18h47, on va enchaîner avec un peu de lecture. On va aller voir du côté des blogs ce qui se passe. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, hein, c'est là pour ça également. Tiens, je vais aller voir s'il y a du monde qui suit l'émission ce jour. Ouais, petit à petit, l'audience vient à cette horaire. Bon, c'est l'été, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde. J'ai pas encore fait de pub par rapport à ce concept. Petit à petit, ça va être un concept qui va pas mal se développer en tout cas. Chaque soir, 18h à 19h, on aura ce type de décortiquage de la journée sur différents actifs majeurs, ou pas d'ailleurs. La bourse monte toujours avec Alcoa en renfort. Alors on lit cet article qui est publié par Enlil sur son blog. Enlil, donc Benoît Rousseau, que je retrouverai samedi dans ses locaux à Tours pour l'interview qui sera disponible la semaine prochaine. Un trader pour compte propre qui a réussi à percer, ça vaut le coup qu'on s'y intéresse, qui a un bel esprit de partage en plus à travers son blog enlil.com, donc ça sera l'occasion de partir à sa rencontre, de lui poser ses questions. D'ailleurs si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à me l'indiquer sur le chat écrit, j'essaierai de voir si on peut discuter des sujets qui vous intéressent. On enchaîne une 4e séance consécutive de hausse à Wall Street, soutenue par les très bons chiffres de l'emploi américain de vendredi dernier, mais le plus important, les résultats d'Alcoa sont supérieurs aux attentes, ce qui redonne du grain à moudre pour les haussiers. Traditionnellement, Alcoa est le premier grand groupe américain à publier ses résultats. On dit qu'il ouvre la saison ou le bal des résultats trimestriels. Plus intéressant, la société dit tabler sur une croissance solide de la demande mondiale pour ses produits cette année. Si l'aluminium et compagnie vont bien, c'est que la demande est là chez les entreprises,
c'est que les carnets de commandes se remplissent, c'est qu'on est dans le bon sens à l'échelle mondiale. Pour preuve, le S&P 500 est à moins de 1% de son plus haut historique, le Dow Jones est au-dessus de 15 000 sans effort, le DAX au-dessus de 8 000 et le CAC 40 bien au-dessus de son point pivot de ces 3 dernières années à 3 750. Généralement, Alcoa est un excellent baromètre des résultats des entreprises du fait de son rôle stratégique dans le système économique. Je suis donc toujours, encore et toujours haussier, 32 mois que je le suis et que le marché monte en serrant... en semant la mort et la destruction chez les bears. Alors 2 petites secondes. Alors, ça on avait vu. De plus, cette hausse suggère que les investisseurs ont intégré la perspective de voir la Réserve fédérale réduire d'ici quelques mois son soutien à l'économie et au marché. L'indice VIX s'est complètement effondré en 3 semaines, donc je reste optimiste, conserve mes calls et je me méfierai par contre de la fin des résultats trimestriels d'ici 3 semaines. Si on a monté régulièrement sur les annonces des résultats, la fin de cette période peut marquer un creux. Il sera temps de prendre ses bénéfices en espérant une baisse pour consolider et se préparer pour un plus haut annuel en décembre, ce qui reste mes objectifs depuis le 1er janvier. À suivre. Voilà donc la vision d'Enlil, ça vous pouvez retrouver sur le blog enlil.com, je vous mets le lien sur le chat écrit pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors ça on avait vu, on va aller voir du côté de Margin Call. Comme quasiment tous les jours on fait le tour un peu des blogs intéressants. C'est bien aussi d'avoir d'autres visions des choses. On va aller voir également le billet du trader là juste derrière, il est 18h51. Ça on avait vu, il n'y a pas une nouveau... Ok, pas de nouvel article. Et sur le billet du trader, Gilles Leclerc donne son point de vue et ses stratégies sur le Dow Jones. Donc l'article est nommé Dow Jones, mes stratégies pour prendre position ou pas. Publié par Gilles Leclerc le 9 juillet, donc hier. La saison de la publication des résultats du second trimestre des entreprises américaines battra son plein dans quelques jours. C'est un nouvel élément d'incertitude qui vient donc s'ajouter à un marché déjà extrêmement nerveux dont la volatilité n'a cessé d'augmenter récemment. Si la volatilité est très appréciée par les day traders, car elle leur permet de capter des mouvements rapides et de grande amplitude, elle est souvent signe d'instabilité et de fragilité, symptôme d'un marché qui se cherche. Dans ces conditions, le trader ou l'investisseur de moyen terme se doit de redoubler d'attention en essayant avant tout d'éviter les pièges qui lui seront tendus et les erreurs parfois coûteuses qui en découlent. Je crains de ne pouvoir toutes les énumérer aujourd'hui tant elles sont nombreuses, mais faites-moi confiance sur au moins pour une chose. En plus de 20 ans d'expérience sur les marchés, je pense les avoir toutes commises. Enfin, j'espère. Pour faire progresser votre compte de trading, le but du jeu consiste dans un premier temps à éliminer autant que possible les sources de pertes importantes. Ensuite, avec un peu d'expérience, les profits des trades gagnants viendront tout naturellement colorier en vert la courbe de progression de votre capital, quelles que soient les conditions de marché. En prenant pour base la configuration actuelle du Dow Jones, à votre avis, quelles vont être les erreurs à ne pas commettre? C'est ce que nous allons voir. Notez que les principes que je vais vous écrire sont applicables à n'importe quel autre marché. Mon but est ici de vous donner des perspectives et outils avant le début des publications du deuxième trimestre. Comment entrer en position, quelles que soient les conditions de marché? Observez le graphe ci-dessous. Il ne s'agit que d'une simple étude graphique, rien de bien sorcier, mais les tracés permettent de décomposer les mouvements de prix. Ils font apparaître clairement les niveaux de support et de résistance qui jusqu'ici ont été pour le moins pertinents. On va regarder ça. Voilà ce que ça donne là sur le graphique. Donc on a une dynamique haussière, des vendeurs qui sont revenus. On a testé une partie basse d'un canal tracé de manière équidistante en prenant l'écart entre les variations des cours depuis le début de l'année, donc dans un canal haussier.
et donc on a un espèce de drapeau qui se met en place avec les plis de plus en plus bas sur une dynamique de fond clairement haussière. Et donc si on casse cette résistance oblique baissière, peut-être qu'on pourra avoir une poursuite du mouvement. Est-ce que c'est la vision également de Gilles? En tout cas moi ce sera ma vision techniquement. Où nous situons-nous? Quelque part entre la résistance, rectangle rouge. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher le graphique et moi je vais lire sur mon autre écran ce qui se dit. Voilà. Alors, où nous situons-nous? Quelque part entre la résistance, donc le rectangle rouge, et le support, le rectangle vert, tracé à l'aide des reports d'amplitude, flèche orange. Plus précisément, nous sommes à moins de 2% de la résistance, segment rouge. À retenir, en règle générale, et même si cela peut paraître évident, il vaut mieux acheter les supports et vendre les résistances. D'expérience, croyez-moi, ça se passe bien mieux comme ça. Mais certains novices, pensant être plus malins que le reste du marché, pensant avoir détecté la configuration, le moment, essayent de vendre des supports, pariant sur leur cassure ou achètent sur des résistances, pensant que les cours vont s'envoler. J'ai été novice et je me suis cru plus malin que le reste du marché. Ce fut une erreur. Restez humble. Évidemment, les supports et les résistances sont tous faits pour être cassés un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas du Dow Jones, sur le Dow Jones. En pratique, nous ne sommes pas en présence d'un point d'entrée sur le Dow Jones en unité de temps journalière. Les points d'intervention potentiels sont donc la zone des 15 450 à la vente, segment rouge, et autour des 14 500 à l'achat. Savoir ne rien faire et être patient reste l'une des qualités fondamentales en trading. Si j'osais prendre une image un peu décalée, c'est comme pour la chasse à la perdrix. Rien ne sert de vider son chargeur en arrosant continuellement les fourrés et taillis environnants. Approchez doucement, n'ayez aucun préconçu, armez votre fusil et quand la perdrix décolle, alors feu. Une seule cartouche devrait suffire. Ne pas se situer dans une dynamique du mouvement. Se situer dans la dynamique du mouvement. Toujours à l'aide du même graphique, continuons d'observer le mouvement des prix. Le support du canal haussier en bleu qui soutenait le cours depuis fin 2012 a été cassé. Nous sommes donc au moins momentanément sortis de la tendance haussière. A priori, les cours respirent et fluctuent dans une dynamique de range, c'est-à-dire entre résistance, rectangle rouge, et support, rectangle vert, qui, je le rappelle, sont des points d'appui privilégiés pour jouer le range. Toujours à l'aide de la technique des reports d'amplitude, flèche bleue, un probable nouveau support apparaît, segment bleu en pointillé, et a déjà été validé 2 fois par le prix. Mais la dynamique de court terme actuelle est baissière. Pourquoi? Car en observant l'évolution des prix et en appliquant la théorie de Charles Dow, le créateur de l'indice Dow Jones, on s'aperçoit que les hauts notés H sont de moins en moins hauts, alors que les points bas notés B sont de plus en plus bas. Simple comme bonjour, visuel, efficace. Que pouvons-nous en déduire au niveau du trading? Qu'en unité de temps journalière, les stratégies de range sont à privilégier avec un biais baissier tant que la résistance rouge en pointillé n'est pas cassée et surtout tant que le dernier point haut n'est pas dépassé. Si cette résistance est cassée, alors les stratégies de range sont toujours applicables mais sans biais, neutre. Par contre, en cas de cassure de la résistance à la hausse, le mouvement ne devrait être travaillé à la hausse qu'à partir de l'unité de temps rapide, UT1 par exemple, car le potentiel de hausse jusqu'à la résistance des 15 450 points n'est que de moins de 2%. Stratégie de swing sur unité de temps rapide, donc pour ne pas s'exposer à l'approche d'une zone de résistance importante. Même chose à la baisse, si cette résistance est validée, les shorts ne devraient être exécutés qu'à partir des signaux des unités de temps intraday, car deux supports sont à moins de 1,5% des prix, segment vert et support bleu en pointillé. Voilà, je voulais cette fois faire une petite pause et partager avec vous non pas une configuration faisant apparaître un trade potentiel, mais au contraire vous expliquer une partie du rationnel qui permet de ne pas trader si l'environnement ne s'y prête pas. Savoir quand ne pas trader est au moins aussi important que l'inverse. Dans le grand casino que sont les marchés actuels, le croupier se prépare à redistribuer un nouveau jeu de cartes.
Il sera à mon avis très intéressant de suivre l'attitude des joueurs lors de la publication des résultats des entreprises américains du deuxième trimestre. En attendant, la prudence s'impose. On a des chiffres là, 19h. Hein. Personnellement, la configuration du Dow Jones ne faisait pas ressortir de points d'entrée en unité de temps jour. Je m'abstiens de tout trading, car prendre un risque à la hausse comme à la baisse pour un potentiel fort limité en unité de temps H1 n'est pas rémunérateur, donc ici aussi je passe mon tour. Et dernière chose, si vous retrouvez en position et que pour une raison ou pour une autre le signal est invalidé, n'attendez pas pour débloquer rapidement votre position, surtout dans le contexte actuel. Rien ne sert de s'entêter et de voir son compte de trading subir des pertes sans rien faire, et s'il m'est permis d'user une fois de plus d'une image un peu décalée, en cas de perte, mieux vaut se couper un doigt qu'un bras. Au moins, vous pouvez recommencer 9 fois. Voilà ce que disait donc Gilles Leclerc pour le site Le Biais du Trading. Je vous mets le lien. Article assez intéressant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. C'est quoi la news qui tombe, Pedro? Alors, on a commencé en retard de 5 minutes. C'est l'adduction d'obligations à échéance 10 ans. Je sais pas si c'est à peu près. Ça, pour moi, sur mon calendrier, c'est un moyenne importance. Ouais, il faudrait que ça actualise, c'est noté comme importance fort. C'est tombé pour moi, hein. 2.67 au lieu de 2.6. Voilà. Enfin 2.67, 2.6 il y a marqué, pardon. Et donc les chiffres précédents étaient à 2.21, 2.5, donc a priori c'est des taux en hausse. C'est-à-dire plus d'inquiétude a priori. Et si je prends le Dow Jones à court terme, il n'y a pas eu de gros mouvement par rapport à cette publication. Donc ça devait être relativement attendu. Alors, le VIX, ben on continue à bien baisser hein, sur le VIX. On est à 15. Ça commence à faire vraiment bas là sur le VIX. Ça pourrait commencer à m'intéresser à l'achat. Je vais voir si j'ai le VIX avec plus de recul sur Oanda. Merde. Ok, donc le VIX... Non. J'avais pas le VIX chez Honda. Je l'aurais pas avec plus de recul, dommage. Je vérifie bien. Non. Bon, tant pis. On va reprendre notre graphe chez ActiveTrades. Il faudrait que j'ai plus de recul, mais je vais pas avoir le temps. Donc du coup, le VIX, on va se le garder pour demain. Mais en tout cas, le VIX, il me semble assez bas. Et en fait, ce soir, on a quand même un fort potentiel de volatilité. Et Pedro, tu sais comment il est calculé, le VIX? Pas du tout. Ouais. Je sais que c'est l'indice de la peur, mais c'est sur la volatilité, je pense. Bah ouais, la volatilité, mais ce que je comprends pas, c'est que la volatilité, elle peut apparaître à la hausse comme à la baisse. Donc pourquoi on l'appelle l'indicateur de la peur? Parce que si on a un gros mouvement de hausse, bah, je veux dire, le VIX peut remonter également, non? Ouais, tout à fait, ouais, il faut regarder sur Google, je sais pas vraiment comment il est calculé. Ok. Bon, toujours est-il que là, un pourcentage de... Il doit y avoir du volume, de la volatilité, plus de la tendance, à mon avis, c'est un mélange de tout. Ok. Bon, alors, toujours est-il que là, il est vraiment bas. On est venu au niveau des 15. Or, ce soir, on a des nouvelles super importantes et qui vont être regardées par l'ensemble des investisseurs à travers le monde, donc, par rapport à ce discours de Bernard qui est au minute de la Fed, du FOMC, du comité de politique monétaire de la Fed. Et on a un indice de la volatilité et de la peur par rapport au Dow Jones qui est très très bas, qui est à 15. Donc je pense que c'est plutôt judicieux de l'acheter. Hein. Quand même, ce soir, il y a quand même de grandes chances pour que ça amène de la volatilité, ces nouvelles. Donc, a priori, ça devrait amener le VIX à remonter. Ouais, je... Correctement, mais d'un autre côté, on sait que
Enfin, les marchés ils ont pricé un ralentissement des injections de dollars, donc après ça peut être un effet de non-annonce aussi, hein, enfin je sais pas. Ouais, alors après, ouais, c'est vrai qu'il faut voir ce qui a été pricé, ce qui n'a pas été, mais quoi qu'il en soit, même s'il y a une partie d'investisseurs qui a déjà pricé, je pense qu'il y aura quand même une partie qui attend la news. Il y a quand même pas tout le monde qui est initié, quoi. Non, je suis d'accord, mais moi chez le VIX je connais vraiment pas, franchement je sais pas. Ok. Alors, ouais, j'ai trouvé ici sur Yahoo Finance, ce sera la dernière étude qu'on fera. Donc le VIX. Et donc on voit quand même que les 15, le niveau sur lequel on est actuellement, c'est assez bas. 10, carrément, ça n'a jamais été franchi, là, si je regarde depuis 1990. En règle générale, si on doit faire un cours moyen, ce serait plutôt vers 25. Donc on est quand même très très bas. Donc à mon avis, acheter le VIX dans ce contexte, c'est plutôt intelligent. Je dis ça avec des pincettes parce que je suis pas du tout spécialiste. Mais moi, ceux qui connaissent mieux pourront mieux en parler. Mais acheter le VIX maintenant et se protéger par exemple sous les précédents plus bas qu'on a marqué le 20 février dernier, donc à 13,73. Par exemple, elles sont stop loss à 13,50. Acheter le VIX maintenant et viser un retour vers les 17, voire être plus confiant dans un scénario de hausse du VIX, donc de retour de la forte volatilité et de la peur sur les indices américains, donc plutôt de baisse des actifs à risque, ce serait un retour vers les 20. Mais moi, ne serait-ce qu'un retour vers les 17 me semble cohérent, en se protégeant de manière assez serrée. Voilà, ça peut être une opportunité sympa. Avis à ceux qui connaissent davantage le VIX. Alors, Phil qui laissait un lien. Donc, alors, le lien que tu nous mettais, VIX, c'était CBO, compagnie data, volatility Ouais, index. sur le dos, faudra surveiller les 15 350 pour ce soir, je pense, si vraiment on doit les casser. 14.42, c'était 14.42, c'était 14.42 dollars le VIX. Donc, bon, on a une différence de cotation. Qu'est-ce que je veux vous montrer par là, Phil? Avec ce lien là, j'ai pas bien compris ce que tu veux me montrer. Je vois qu'il y a une différence de prix entre ma cotation chez Active Trades qui est à 15,05 et ta cotation là chez CBOE qui est à 14,42. C'est quoi CBOE? C'est un broker ou c'est une place de centralisation et de régulation des échanges? Explique disait en général, quand le VIX augmente, les marchés indices baissent fortement. Et à l'inverse, il n'y a qu'à regarder les derniers mois de 2012, le VIX baissait et les marchés montaient. Alors effectivement, oui. Donc c'est une méthode de calcul de la volatilité assez spécifique. D'ailleurs, lors de la prochaine émission, ce sera l'occasion d'aller se renseigner davantage et de voir exactement comment est composé cet indice pour mieux l'interpréter. Voilà, bah sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire. On a regardé encore pas mal d'actifs aujourd'hui. On a eu le point de vue de Pedro, on a allé chercher des articles et de la nouveauté. On a vu ce qui s'est dit ce jour et ce qu'on a à attendre. Donc je pense que la mission est accomplie. Et surtout, on a pris une décision et on a placé notre capital sur un produit. Même s'il n'y a pas de gros mouvements de fonds, eh bien, comme on l'a bien lu du côté de Gilles Leclerc, et il y a aussi Jérôme Révillier, j'ai mis sur le forum, qui a publié une bonne vidéo à ce sujet aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est actif qu'on est performant sur les marchés. Moi j'ai cette position à la vente sur le CAC 40 depuis le 28 juin. Si ça doit continuer à monter, on continuera à couper en perte. Si ça doit redescendre, on prendra nos bénéfices. Et donc j'ai un biais baissier avec un scénario et une stratégie clairement planifiée sur le CAC 40, avec un point d'entrée qui s'était fait à 3079, un tiers de la position qui était clôturée et un second tiers qui pourrait être clôturé si on casse les 3885. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ah, il t'a plus d'historique, disait Phil. Ouais, merci. Tu fais quoi, tu restes là pour la Fed? Non, 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 non. Moi, j'y vais, là. Je vais bientôt y aller. Okay. T'as pas regardé Phil Permis sur le VIX Fab? Non, je vais regarder. Il faut que je le fasse. Bonne soirée à tous. Bon trade. À bientôt sur videobourse.fr demain 18h pour une nouvelle session de trading en direct. Ouais, sur ce, Pedro, moi j'y vais. Bonne soirée à toi. Ciao, ciao. Bonne soirée. Je t'ai envoyé un lien pour le calcul du VIX, je sais pas s'il t'intéresse. Si, tout à fait. Je vais regarder ça. Puis il y avait aussi une vidéo que j'avais faite, mais je me rappelais plus, de Philippe Lermis. C'est Phil qui me l'a rappelé là sur le chat écrit. Je vais aller la regarder. Qui parlait du VIX également. Ok, ça marche. Allez. Ciao, ciao, ciao. Pedro, bye. Ok, donc sur le chat écrit, je vous mets le lien vers Stratégie Option. Stratégie d'Option, c'est là où travaille un mec qui s'appelle Morgan Tramasek, que vous avez pu retrouver dans une
conférence que j'avais organisée avec l'équipe, avec une association étudiante à Dauphine. Il y avait également Jean-Luc Cussac et Daniel Dupuis. Très intéressant ce gars-là, son site de grande qualité, stratégieoption.com, je vous mets le lien. Et on va aller voir, donc ça c'était par rapport au VIX, et je vais essayer de retrouver la vidéo, vous mettre le lien également pour ceux qui s'intéressent au VIX, par rapport à Philippe Lermier, donc qui trade maintenant pour la Banque de France, donc c'est pas du contenu de petite qualité, hein. Bonsoir à tous, Alors, c'était pas ça. Est-ce que tu as le lien, s'il te plaît, Phil, par rapport au VIX là? Et Philippe Lermy, c'était à quel moment qu'il parlait de ça? Parce que je trouve pas la vidéo précise.